de suite passer la parole à Judith Reinhorn, que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui. Judith Reinhorn est historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, actuellement en séjour au Wolfson College à Oxford. Son travail porte sur les migrations, sur la question aussi de la santé au travail, dans une approche qui allie histoire sociale, histoire environnementale, histoire politique. Ça roule. Super, merci. Et elle est notamment l'auteure de ce livre que j'ai évoqué, Blanc de plomb, histoire d'un poison légal, qui a reçu de nombreux prix, qui est absolument passionnant, dont le prix de l'Académie François Bourdon. Et Judith Reinhorn est enfin aussi lauréate de la Fondation des sciences sociales. Je la remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement d'Oxford pour nous rejoindre aujourd'hui et je vous laisse en sa compagnie pour ce séminaire. Bien, mais bonjour à tous et à toutes et merci évidemment à Rémi Slama pour son invitation qui m'honore pour intervenir dans ce séminaire qui vient, je l'espère, en complémentarité avec le cours qu'il vient de dispenser. Alors pour ma part, je suis historienne, donc ça va être une perspective un petit peu différente, mais vous allez voir que les bonheurs de l'interdisciplinarité vont être absolument évidents, à mon avis, dans précisément les liens qui peuvent être faits entre nos deux interventions ce matin. Alors Rémi Slama disait qu'on peut passer au moins 1 an à réfléchir sur les rapports entre plomb, santé et environnement. Pour ma part, j'ai passé beaucoup plus que ça pour écrire ce livre. Et donc, je vais revenir je vais repartir, on va dire, de l'expression employée par Rémi Slama de plomb comme plus vieil ennemi de la santé humaine, ce que je vais m'efforcer de documenter donc, et de discuter dans les minutes qui viennent en me concentrant sur la période du 19e et du 1er 20e siècle, qui me semble tout à fait crucial dans la mise en place des mécanismes à la fois de construction de l'ignorance et d'accommodement social et sociétal à la cohabitation avec ce poison. Comme on l'a vu à l'instant, le plomb, qui a une longue histoire donc de poison pour la santé humaine, est également un ennemi toujours contemporain, alors même que beaucoup pourraient croire que c'est un toxique du passé. Il est remplacé, on va dire, dans les discours contemporains par des toxiques plus modernes et dont peut-être la moindre connaissance fait craindre les pires effets. Je pense aux nanoparticules, aux bisphénols, aux composés plastiques, etc., qui arrivent certainement, qui sont certainement davantage, on va dire, dans les projecteurs de l'attention publique. Le plomb, c'est un peu ce bon vieux métal que l'on connaît tous et toutes, un vieux camarade en quelque sorte, avec lequel on a une sorte de familiarité, qu'on pense aux fameux soldats de plomb ou aux crayons à mine de plomb de notre enfance, ou bien au plomb des vitraux des églises, ou au plomb des canalisations de nos réseaux d'adduction d'eau. Donc un matériau qui est présent partout, et avec lequel on s'est en quelque sorte, depuis des siècles, habitué à cohabiter. Une substance qui s'est d'ailleurs faufilée dans la langue française par quelques expressions qui évoquent la lourdeur du matériau, qu'on pense à des expressions un peu ambiguës d'ailleurs, marcher avec des pieds de plomb ou avoir des ailes de plomb, qui disent bien évidemment le poids, la pénibilité ressentie, mais aussi se mettre du plomb dans la tête ou dans la cervelle, qui évoque au contraire une valeur ajoutée pour un esprit fuyant et léger, alors même qu'on vient de nous montrer qu'avoir du plomb dans le cerveau est extrêmement grave et que les affections neurologiques qui sont liées à l'intoxication au plomb sont parmi les plus fréquentes et généralement irréversibles des symptômes liés à l'exposition de ce toxique. Donc je le disais, le plomb, c'est un peu ce bon vieux métal familier dont pourtant on méconnaît généralement les méfaits sur la santé humaine, mais également sur la santé animale et environnementale au sens large du terme. Donc il y a clairement, je voudrais vraiment partir de là, une différence, me semble-t-il, de perception entre le plomb et d'autres poisons. Si je prends par exemple l'amiante, autre toxique d'utilisation beaucoup plus récente que celle du plomb, on va dire de manière industrielle depuis la fin du XIXe siècle, qui a fait l'objet d'une interdiction totale dans plusieurs États aux États-Unis et dans plusieurs États européens depuis la fin du XXe siècle, qui continue à être utilisé dans de nombreuses sociétés humaines. Le Canada, par exemple, ne l'a interdit qu'à la fin de l'année 2018 et il reste très largement utilisé au Brésil, en Inde ou ailleurs. Contrairement à l'amiante, le plomb
lui, n'a jamais été totalement interdit. Au contraire, il est utilisé dans de très nombreuses applications artisanales et industrielles contemporaines. Et je voudrais juste citer très rapidement le rapport de 2020 établi par l'UNICEF et par une ONG qui s'appelle Pure Earth, qui établit qu'aujourd'hui, un enfant sur 3 dans le monde est intoxiqué par le plomb à un degré qui nécessiterait une intervention médico-sociale, soit 800 millions d'enfants. Je crois que ce chiffre dit à lui seul l'importance de notre sujet du jour. Donc mon objectif aujourd'hui, en complément du cours de Rémi Slama, c'est bien de remonter en amont dans la chronologie, pour vous, alors pas remonter aussi loin que l'a fait Rémi Slama, mais plutôt me concentrer donc sur le 19e et le début du 20e siècle, pour vous exposer comment s'est construit, selon moi, l'accommodement à la cohabitation avec ce poison et comment s'est construite l'invisibilité relative de ce toxique dans l'espace public, en tout cas dans les sociétés occidentales. Je suis historienne de la France en comparaison avec d'autres espaces européens, ainsi que des États-Unis, sur lesquels j'ai pas mal travaillé aussi. Donc mon propos portera essentiellement sur ces espaces industrialisés depuis la fin du XVIIIe siècle, qui partagent évidemment un certain nombre de traits communs. Et je ne m'aventurerai pas sur des terrains que je ne connais pas ou de manière très périphérique seulement, en Asie et en Afrique notamment. Mon travail d'historienne, donc, il se nourrit bien sûr de mes propres recherches, mais également d'une littérature d'histoire des sciences et des savoirs, mais également de sociologie des mobilisations, pour finalement poser cette question qui me semble centrale. Comment comprendre que la production, la diffusion et l'usage d'un produit reconnu comme éminemment toxique soit toléré, voire encouragé, au sommet de l'État et par quantité d'autres acteurs. C'est vraiment la question centrale, cruciale me semble-t-il, parce qu'elle dépasse très largement le matériau plomb lui-même, question qui évidemment en suscite beaucoup d'autres, que je ne pourrais pas aborder malheureusement en détail dans le temps qui m'est imparti, mais que je citerai très, très rapidement. Comment s'élaborent les savoirs toxicologiques sur les substances incriminées pour leurs effets dévastateurs sur la santé humaine. Comment se construit en quelque sorte un argumentaire d'experts contre ou au contraire en faveur, car il y en a aussi, d'un produit pourtant scientifiquement reconnu comme toxique. Qui se mobilise ? Qui prend la parole ? Qui sont les experts réels ou autoproclamés dans les controverses qui ne manquent pas de survenir ? J'en parlerai rapidement. Quels sont les outils de ces mobilisations pour ou contre le produit toxique ? Quelle part d'intentionnalité y a-t-il dans cette entreprise d'opacification ou de fragmentation ou de dissimulation des savoirs à propos de la toxicité du produit ou de confinement des savoirs dans des arènes extrêmement réduites qui permettent d'éviter en fait, de lui donner une visibilité dans l'espace public. Voilà en fait tout ce que j'ai appelé dans mon livre les grammaires de l'opacité et qui constitue véritablement le cadre problématique de ma réflexion que je ne ferai encore une fois que survoler aujourd'hui, mais je voudrais essayer de vous montrer combien les savoirs sur la toxicité du plomb, la connaissance des risques liés à son utilisation ont coexisté avec le maintien des usages nombreux du produit. Il s'agit bien, en quelque sorte, de tenter de comprendre ce que j'appelle, en paraphrasant une historienne canadienne, Michelle Murphy, les régimes de perceptibilité ou d'imperceptibilité d'une question, cette question étant la toxicité du plomb dans l'espace public. Et à mon avis, ces régimes de perceptibilité ou d'imperceptibilité permettent de comprendre le maintien sur la très longue durée, comme l'a illustré Rémi Slama, sur la très longue durée de ce produit toxique au détriment de substituts qui ne le sont pas, et donc permet évidemment d'éclairer des questions beaucoup plus générales, encore une fois, que celle du plomb, qui joue ici, en tout cas dans ma réflexion, même si parfois j'ai un peu le sentiment d'être devenue Madame Plomb, ce qui n'est pas forcément très, très valorisant, mais disons que, en tout cas en histoire, mais que ma réflexion fait vraiment du plomb une sorte de poison emblématique, si vous voulez, hein, plus qu'une étude vraiment sur le plomb lui-même. Il me semble que ce qui est intéressant, c'est de tirer de ces études une réflexion beaucoup plus emblématique au carrefour de la santé et de l'environnement. Voilà, alors je vais commencer par un premier point qui est de montrer précisément comment ce poison, et en particulier par l'une de ses formes les plus présentes dans les sociétés humaines à partir de la fin du XVIIIe siècle, qui est le blanc de plomb, autrement dit céruse, est un poison emblématique dans cette réflexion.
Alors si je parle dans le titre Un brin provocateur de l'ouvrage dont je vous ai montré la couverture tout à l'heure, ou de mon intervention aujourd'hui de poison légal, c'est bien évidemment à dessein. Cette contradiction, cet oxymore qui est dans cette expression poison légal et qui le demeure de manière extrêmement pérenne, est évidemment assez contre-intuitive. Le crime d'empoisonnement est en effet établi et puni dans les sociétés humaines les plus anciennes, et les exemples historiques abondent en la matière, de la Grèce antique au monde de la Renaissance italienne ou encore lors de la fameuse affaire des poisons sous le règne de Louis XIV. Alors pour en venir à la période qui nous intéresse, le Code pénal napoléonien de 1810 définit, en reprenant des définitions plus anciennes, le crime d'empoisonnement comme, je cite, « tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. » Fin de citation. Ce qui est intéressant dans cette définition légale, donc pénale, du crime d'empoisonnement, c'est que l'empoisonnement, d'ailleurs, l'empoisonnement est puni de mort, mais ce qui est intéressant, c'est que l'empoisonnement ne prend pas en considération l'élément intentionnel. L'élément intentionnel n'a pas besoin d'être prouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de vouloir tuer quelqu'un pour être accusé de crime d'empoisonnement. Ni l'intention de tuer, ni l'effectivité de la mort de la victime. Si on a raté son coup, en quelque sorte, on peut quand même être accusé d'empoisonnement. Ne sont donc aucune de ces deux intentions, si vous voulez, ni effectivité, ne sont nécessaires pour qualifier donc le crime d'empoisonnement, qui résulte donc uniquement de l'administration délibérée d'une substance dont on connaît le caractère mortel, y compris à long terme. Donc, à lire cette définition de 1810, le fait si vous voulez, d'administrer, plus exactement d'exposer des populations, en l'occurrence des ouvriers, à une industrie mortifère comme celle du blanc de plomb dont je vais vous parler aujourd'hui, rentre de manière tout à fait évidente dans la qualification du crime d'empoisonnement. Le plomb, en effet, existe sous de multiples formes dans ses usages artisanaux et industriels qui se sont multipliés donc, depuis la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, ce qu'on appelle le démarrage, si vous voulez, de l'ère industrielle. Et je vais m'intéresser plus particulièrement à sa forme la plus fréquente et peut-être aussi la plus effrayante, parce qu'elle est abritée de ce qui représente, je dirais, le monde de l'intime, préservé, protégé, qui est l'habitat, le logement. Cette forme, donc, c'est la céruse. La céruse, appelée aussi donc blanc de plomb, que vous voyez ici sous diverses formes, qui est un carbonate de plomb utilisé comme pigment blanc dans la peinture, d'abord dans la peinture d'art, puis dans la peinture en bâtiment, à l'heure de l'urbanisation massive de l'Europe en ce début du XIXe siècle. Vous imaginez, avec la croissance considérable des villes à cette époque, vous imaginez les quantités de peinture nécessaires pour couvrir les murs intérieurs et extérieurs de ces villes qui se peuplent et qui croissent de manière inédite à partir du début du XIXe siècle. Alors, qu'est-ce que la céruse ? La céruse, elle était déjà connue, comme le plomb, dans le monde antique. Elle a pris place ensuite parmi les luxueux produits d'exportation qui ont assuré la domination commerciale de Venise sur l'Europe au XVe siècle. Mais elle était encore à cette époque-là fabriquée de manière artisanale. Et puis, elle est devenue un produit qu'on peut qualifier d'industriel, à la fois en termes d'organisation du travail et en termes de quantité produite, dans la Hollande du milieu du XVIIIe siècle, qui en a assuré la mise au point et qui a assuré la diffusion d'un procédé de fabrication, bientôt adopté ailleurs sous le nom de procédé hollandais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce procédé hollandais ? Très rapidement, il s'agit donc d'avoir dans des petits godets que vous voyez ici sous forme de coupe, les petits godets qui, pour vous dire, tiennent dans la main approximativement, donc c'est relativement petit, des plaques de plomb qui sont entourées sous forme d'escargot, en quelque sorte, et qui, comme ça, offrent une surface très importante à l'oxydation. Et ces plaques de plomb sont, comme vous le voyez, posées sur deux petits rivets qui empêchent en fait la plaque de tremper dans le liquide qui se trouve en bas au pied, si vous voulez, de ces petits godets, qui est en fait de l'acide acétique, donc du vinaigre. Tout cela est chauffé artisanalement initialement par du fumier de cheval.
dans des usines, donc, et ce chauffage, si vous voulez, produit un dégagement d'acide carbonique qui, en fait, oxyde donc ces plaques de plomb. Vous voyez ici des plaques de plomb donc oxydées sur l'ensemble de cette surface. On sort les plaques quelques semaines après, on sort les plaques de leur petit godet, on les frappe, on fait tomber en fait toutes ces écailles de plomb et puis on recommence l'opération jusqu'à ce que les plaques de plomb elles-mêmes soient tellement oxydées, tellement usées, tellement décapées, si vous voulez, qu'on soit obligé de les changer. Donc voilà comment, de manière finalement assez artisanale, on fabrique de la céruse, y compris au XIXe siècle. En fait, le procédé n'a pas changé depuis l'époque antique, simplement il s'est largement amélioré, on va dire, en particulier par le fait donc d'exposer ces plaques sous forme d'escargot et surtout par les quantités produites. Voici une usine de céruse de l'usine Théodore Lefebvre à Lille en 1885 et vous voyez les rangées de ces petits godets qui sont donc installés sous forme de couches et qui sont soumises donc à l'oxydation de cette manière tout à fait cette fois industrielle. Alors ce produit, cette poudre blanche donc, qui est utilisée comme pigment de peinture, pourquoi il suscite un tel engouement, on va dire, au début du XIXe siècle, eh bien, c'est parce qu'il porte un certain nombre de qualités techniques tout à fait indiscutables. D'abord, vous avez tous déjà fait de la peinture, vous savez que le blanc a besoin de couvrir, parce qu'on a besoin de couvrir des altérations du mur, d'autres couleurs éventuellement qui se trouvent dessous, et donc ce blanc est très couvrant. Donc il a une très forte opacité, si vous voulez. C'est évidemment sa qualité essentielle. Mais il a aussi d'autres qualités, notamment il sèche très rapidement, et puis il résiste relativement bien aux intempéries. Et donc, cette céruse, ce blanc de plomb, s'impose. Les deux termes sont absolument synonymes au XIXe siècle. Ce n'était pas le cas avant, mais une conjonction, en quelque sorte, de ces deux termes à partir du XIXe siècle. Ce blanc de plomb, donc, s'impose sur le continent européen comme le pigment blanc de peinture le plus répandu dans l'activité donc de la peinture en bâtiment, mais aussi de la peinture en navire, en bateau, mais également de la peinture en voiture et en wagon de chemin de fer. Et vous savez que le XIXe siècle est aussi, bien sûr, le siècle de la croissance du chemin de fer. Donc ça amorce, si vous voulez, dans les années 1800-1820, un cycle économique qui se poursuit jusque dans l'entre-deux-guerres. Alors, à plusieurs reprises, des procédés concurrents sont inventés sans jamais détrôner ce fameux procédé hollandais, dont vous savez désormais tout, puisqu'il est extrêmement simple. Et l'usage de ce produit se répand au point qu'au milieu du XIXe siècle, il concerne de très nombreux secteurs de l'économie artisanale et industrielle. La peinture, bien sûr, qui en engloutit à peu près 90%, mais également de nombreux autres secteurs, les glaçures de porcelaine et de céramique par exemple, mais également le blanchiment des dentelles et d'un certain nombre de toiles, le lissage des papiers, des cartons glacés, des cartes de visite, la teinture des toiles cirées, notamment celles qui commencent à tapisser l'intérieur des voitures d'enfants, des poussettes, la coloration des papiers peints ou encore la coloration des papiers de confiserie, voire des confiseries elles-mêmes, des bonbons en fait. On met du plomb dans les bonbons au milieu du XIXe siècle. Comme on met d'ailleurs de l'arsenic aussi pour les rendre verts, on met du plomb pour les rendre blancs. Voilà, donc on peut dire qu'au milieu du XIXe siècle, sans exagérer en quelque sorte, la céruse est partout dans des usages quotidiens des sociétés urbaines européennes. Ce qui est tout à fait extraordinaire avec ce produit, et j'en reviens à l'analogie que je faisais, ou plus exactement à la comparaison, à la différenciation que je faisais avec l'amiante tout à l'heure, c'est que la mise en cause de sa toxicité est non seulement contemporaine, mais même antérieure à ces usages. Si on reprend l'exemple de l'amiante a commencé à être largement utilisée industriellement à la fin du XIXe siècle, et ce n'est qu'au tout début du XXe siècle, le premier rapport c'est 1905-1906, le docteur Auribeau à Condé-sur-Noireau en France, qui est un inspecteur du travail qui constate déjà les dégâts de l'amiante chez ces femmes qui travaillent dans cette usine de tissage d'amiante, mais la mise en cause, disons, répétée et documentée scientifiquement date plutôt des années 30 et surtout des années 50. Il a fallu encore pas mal d'années, de décennies pour que l'amiante soit interdite. Mais là, avec le plomb, on est dans une situation tout à fait différente, puisqu'au moment où cette industrie de la céruse se met en place de manière très industrielle dans l'Europe du début du XIXe siècle, on connaît déjà parfaitement sa toxicité. L'article plomb
de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert en 1751 décrit déjà les symptômes caractéristiques de l'atteinte saturnine que vous a montré tout à l'heure Rémy Slama et qui sont occasionnés plutôt par un certain nombre de métiers artisanaux qui mobilisent le plomb. On trouve également de très nombreux traités médicaux au XVIIIe siècle, ils existaient auparavant mais se multiplient au XVIIIe, qui mettent en cause le plomb comme toxique pour la santé humaine, en particulier donc pour ceux qui le manipulent dans leur travail. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de faire l'archéologie d'un produit, mais bien l'archéologie d'un poison pour la santé humaine, c'est-à-dire que les savoirs sur la toxicité du plomb, en particulier à travers le blanc de plomb amplement répandu, sont indiscutablement connus des contemporains. Dans les arènes scientifiques, bien sûr, comme en témoigne par exemple ce gros ouvrage paru en 1839, le traité des maladies de plomb ou saturnine de Louis Tancrel Desplanches, qui rassemble ici quantité de connaissances et de savoirs médicaux et qu'on pourrait appeler toxicologiques antérieurs sur les effets délétères du plomb sur la santé. Énorme ouvrage de plus de 1000 pages qui est traduit rapidement en anglais, en allemand et en italien dans les années qui suivent avant 1842, donc vraiment extrêmement rapidement. C'est vrai également dans des cercles beaucoup plus larges que l'hôpital ou la faculté de médecine. Je vous montre ici c'est quelques représentations, alors qui sont, c'est vrai, largement postérieures, puisqu'elles datent du début du XXe siècle, mais je vous en montrerai d'autres antérieures tout à l'heure. Ici, donc, à gauche, vous voyez l'une des couvertures de l'Assiette au beurre. L'Assiette au beurre, c'est un peu le Charlie Hebdo de la Belle Époque, si vous voulez. C'est un journal satirique qui n'épargne personne et qui fait un numéro spécial sur le blanc de Céruse en avril 1905 et qui montre précisément ces visages du saturnisme professionnel à la même époque, en 1906, dans une conférence sur les ravages de la Céruse chez les peintres en bâtiment. Vous voyez ces photographies qui sont publiées ensuite quand la conférence elle-même est publiée, qui sont avec cette posture absolument typique des peintres en bâtiment et des ouvriers sérusiers et des saturnins, donc des personnes exposées au plomb, qui est cette posture en crabe en quelque sorte, puisque le plomb altère en fait la capacité des muscles extenseurs des bras et des jambes, et donc on ne peut plus en fait étendre les bras, donc avec cette posture tout à fait caractéristique des saturnins. Quantité d'autres symptômes d'atteinte neurologique grave, de paralysie, je l'ai dit, de néphrite, de cécité parfois, voire de décès, donc qui sont liés à cette intoxication au plomb. Donc, encore une fois, au XIXe siècle, le savoir, ou plutôt les savoirs dans leur complexité, sont bien présents. Constat effrayant en quelque sorte, puisque la question qui vient immédiatement, c'est quels sont les facteurs qui permettent de comprendre qu'alors même que les savoirs sont là, eh bien, cette substance toxique se maintient durablement au sein du paysage industriel et ce qu'on pourrait appeler le marché. Est-ce qu'on peut parler donc de consentement collectif, en quelque sorte, des acteurs concernés? Y a-t-il des mobilisations suscitées par cette toxicité connue et reconnue? Et quel est le rôle de l'État en termes de régulation de régulation et au rôle de régulation qu'on pourrait évidemment attendre de lui en tant que protecteur de la santé des populations, qu'on n'appelle pas encore au XIXe siècle santé publique. Alors j'en viens à mon deuxième point, qui est précisément cette œuvre de régulation, et dont je voudrais vous montrer qu'elle est vraiment située entre ambiguïté et impuissance. Comment l'État, en effet, ou les diverses instances de régulation qui existent, réagissent-ils à cette utilisation croissante du plomb et de ses composés dans de nombreux espaces de la vie quotidienne et du travail artisanal et industriel au XIXe siècle? Rémy Slama l'a rappelé, dès la fin du XVIIe siècle sont attestées des pratiques frauduleuses qui consistent à atténuer l'aigreur des vins acides ou des cidres en leur adjoignant de la litharge, de la céruse ou d'autres composés de plomb au goût légèrement suave et sucré, afin donc d'en adoucir le goût. On rapporte également de fréquentes adjonctions de blanc de plomb dans la farine ou dans le beurre pour soit en aviver la couleur, soit tout simplement en augmenter le poids et donc faire davantage de bénéfices.
Plusieurs médecins dénoncent ces pratiques clandestines comme responsables d'épidémies de saturnisme dans divers pays d'Europe. Mais dans les années 1770, donc petit retour en arrière par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un important mouvement à l'échelle européenne et qui est particulièrement dynamique en France, qui s'intéresse très largement aux questions de santé et d'hygiène publique. Et à la veille de la Révolution française, alors il y a une petite, excusez-moi, voilà, à la veille de la Révolution française, sont prises plusieurs lettres patentes royales par Louis XVI, donc, et qui sont consacrés à la lutte contre la falsification des vins et boissons par l'adjonction de plomb. Ces documents attestent très clairement que le savoir, encore une fois, est présent et qu'il est partagé, en concernant ces dangers de l'exposition et en l'occurrence de l'ingestion ici du plomb. L'observation de ces interdictions fait l'objet d'une surveillance policière, donc, dans la France de la fin de l'Ancien Régime, mais qui, pour tout dire, est relativement limitée. Et évidemment, la réitération dans le temps de ces lettres patentes et de ces interdictions montre bien précisément que leur observation est relativement limitée. Si on réitère les interdictions, ça montre bien qu'elles sont peu suivies. Au même moment exactement, dans les années 1781, on observe avec intérêt au sommet de l'État la production hollandaise de blanc de plomb pour servir de pigment de peinture et on s'apprête à encourager au sommet de l'État la production de celui-ci. Plusieurs ateliers de production de blanc de plomb existent en effet à la fin de l'Ancien Régime et pendant la période révolutionnaire à Paris et dans plusieurs villes de France, mais c'est cependant en 1809 que s'est établie la première importante usine de blanc de plomb, on pourrait dire industrielle, en France, à Clichy, donc au bord de la Seine, juste en aval de Paris. Son propriétaire est Jean-Louis Rohart, un chimiste, entrepreneur proche de Chaptal, qui a été ministre de l'Intérieur de l'empereur Napoléon, Chaptal, et cette usine de Clichy est clairement née d'une incitation politique au plus haut sommet de l'État. Et cette entreprise va bénéficier du soutien absolument inconditionnel de l'État pendant presque tout le XIXe siècle. L'État met-il en place une régulation pour protéger les ouvriers qui travaillent dans cette usine et dans les autres qui se créent dans la foulée, en particulier à Lille, qui devient bientôt le centre de la production de la céruse à l'échelle nationale? Eh bien, non. Je suis désolée de vous le dire aussi crûment, mais non. En fait, ce que l'histoire nous montre, c'est que, je dirais, entre l'enclume et le marteau du développement économique d'une part et de la préservation de la santé publique d'autre part, eh bien, l'action de l'État joue très généralement en faveur du premier au détriment de la seconde. Et elle nous montre aussi combien les tentatives de régulation du toxique sont loin de mettre un terme à la diffusion de celui-ci et qu'elles sont même souvent empreintes d'un certain nombre d'arrière-pensées tout à fait contraires à l'objectif qu'elles sont censées atteindre. Et je voudrais, pour illustrer cette idée générale, rapidement vous raconter 5 petites histoires qui sont 5 jalons chronologiques qui courent du 19e au début du 20e siècle. Et à travers ces 5 histoires, je voudrais vous montrer à la fois l'ambiguïté de l'action de l'État et sa difficulté à imposer les mesures qu'il a prises. Ça va aller rapidement, ne vous inquiétez pas. La première de ces histoires, eh bien, c'est le cadre, en fait. C'est le cadre législatif, le cadre administratif initial. Le décret de 1810, donc le décret impérial pris sous Napoléon, dit décret sur les établissements insalubres, dangereux et incommodes, a longtemps été présenté comme la première législation destinée à protéger les populations urbaines de l'industrie grandissante. En fait, quand on y regarde de plus près, ce décret de 1810, il est surtout destiné à régler les conflits croissants entre les industriels et la population urbaine, mais il s'attache surtout et presque uniquement à protéger les industriels des procès que pourraient leur faire les riverains incommodés. Chaque entrepreneur qui souhaite ouvrir un établissement doit déposer un dossier auprès de la préfecture qui ouvre ce qu'on appelle une enquête des commodos et incommodos, c'est-à-dire sur les commodités et les incommodités que pourrait éventuellement produire cette industrie, et qui sont des enquêtes qui laissent, je vous en ai mis un exemple ici, il est largement postérieur, c'est la fin du XIXe siècle, qui ouvre donc une enquête pour laisser la voix aux riverains qui souhaiteraient exprimer éventuellement leurs craintes à l'égard de l'établissement. Cependant, je dois vous dire que dans l'immense majorité des cas, raison est donnée à l'entrepreneur qui est autorisé donc à ouvrir son usine. Alors, ce sont des dossiers qui sont absolument passionnants pour les historiens, car comme vous le voyez à droite, ils contraignent en fait l'entrepreneur à déposer une cartographie extrêmement précise, et ça permet bien sûr de son établissement, et ça permet de comprendre en fait comment s'est fait le mitage, si vous voulez, des villes par l'industrie au cours du XIXe siècle, et surtout de montrer bien sûr comment s'arbitre le conflit entre, on pourrait dire, l'emploi,
c'est-à-dire les usines, et la santé publique, c'est-à-dire les éventuelles émanations toxiques de ces usines. Surtout, c'est intéressant avec ce décret 1810, c'est qu'il n'envisage absolument que l'extérieur de l'usine, c'est-à-dire les fumées, les bruits, les émanations toxiques, les vapeurs pestilentielles, les risques d'incendie ne sont envisagés que dans la mesure où ils peuvent constituer une nuisance pour les voisins à l'extérieur de l'établissement. Jamais par principe, c'est vraiment le principe du décret 1810, jamais par principe à l'égard de ceux qui sont massivement exposés à l'intérieur de l'établissement. Pour le plomb, donc, et en particulier le blanc de plomb, pas de problème à l'extérieur, alors que les dangers de cette industrie sont déjà connus et dénoncés, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais en revanche, comme il n'y a pas de danger pour l'extérieur, eh bien, pas de législation particulière. Plus exactement, je cite un décret d'application de ce décret impérial de 1810, citant l'industrie de la céruse. Heureusement que ces effets n'affectent que, souligné, les ouvriers qui travaillent dans l'atelier et qu'ils sont insensibles à toutes les autres personnes qui vivent dans le voisinage. Fin de citation et seconde citation. Cette industrie comporte quelques inconvénients, en italique, mais seulement pour la santé des ouvriers. Donc, pas de problème, on ne légifère pas. Mais quand même, comme il y a vraiment ces problèmes qui sont extrêmement importants pour la santé des ouvriers, on va classer l'industrie du blanc de plomb en deuxième catégorie. Il y a 3 classes, si vous voulez, qui correspondent à la surveillance en fait, de ces industries par l'État. On la classe quand même dans la classe intermédiaire, alors que théoriquement, si on ne prenait en compte que l'extérieur de l'usine, elle devrait être en 3e catégorie. Donc voilà la céruse placée ab initio, si vous voulez, dans une situation un peu intermédiaire. Deuxième moment, c'est la très courte période 1823-1825. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc on continue les traités médicaux continuent à parler des problèmes de la céruse. Je vous cite, en 1822, évidemment, la première entreprise ayant ouvert en 1809 d'importance, il a fallu quelques années, si vous voulez, d'incubation en quelque sorte sociale de la maladie et de mise en visibilité de ses effets sanitaires. En 1822, le médecin Philibert Patissier écrit, je cite, « Il périt annuellement un ouvrier sur 3 dans les fabriques de céruse », qui est quand même considérable. En effet, c'est le moment, les années 1820, où les céruseries, notamment de l'ouest parisien et de Lille, commencent à envoyer des cohortes entières d'ouvriers dans les hôpitaux. Ils sont donc vus évidemment par les médecins hospitaliers qui s'alarment de cette croissance du nombre de malades. Et du coup, le pouvoir royal réagit dans la précipitation et une ordonnance royale tombe en novembre 1823 qui interdit la fabrication et la vente du blanc de plomb. Mais le diable se niche dans les détails. En fait, cette législation interdit la fabrication et la vente du blanc de plomb en pain. Les pains, ce sont une sorte de petits cônes, en fait, sous la forme de laquelle était vendue la céruse. On la tassait, en fait, sous forme de petits cônes qui étaient enroulés dans du papier et qui étaient ensuite envoyés chez les marchands de couleurs pour que les peintres puissent s'en servir. On pourrait donc croire qu'il s'agit là d'une première régulation d'importance concernant cette industrie mortifère. Mais en fait, pas du tout. Le produit est généralement vendu sous forme de pain et on interdit la vente sous forme de pain, ce qui laisse en fait toute liberté à toutes les entreprises de fabriquer le même poison sous d'autres formes, en particulier en poudre libre, ce qui est la spécialité, comme par hasard, de l'usine de Clichy, qui, pour des raisons trop longues à vous exposer aujourd'hui, bénéficie de l'appui absolument indéfectible de l'État. Donc en fait, cette législation de 1823, c'est juste la fin de la concurrence pour favoriser l'usine de Clichy qui fabrique la céruse en poudre. Mais vous imaginez bien sûr que la céruse en poudre est encore plus dangereuse que la céruse en pain puisqu'elle est beaucoup plus volatile et que donc les ouvriers qui la fabriquent, mais aussi les marchands de couleurs, donc qui sont les intermédiaires, mais aussi les peintres qui l'achètent pour la mélanger à l'huile et fabriquer leur peinture, eh bien, sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus exposés avec cette céruse en poudre. Donc c'est une première législation qui est en quelque sorte un comble, puisqu'elle favorise une forme de ce produit qui est plus dangereuse que la forme qui est la plus largement répandue. Ce comble, si vous voulez, apparaît très clairement rapidement, et l'État donc se rend à l'évidence et suspend dès 1825 l'ordonnance de 1823. Donc, première législation absolument avortée. Deuxième épisode important, au milieu du XIXe siècle, et Rémi Slama l'a évoqué tout à l'heure, a lieu une controverse extrêmement frappante à propos de la toxicité du plomb
Controverse qui est liée à l'invention d'un premier substitut crédible sur le marché par le blanc de zinc. Jean Leclerc, qui est un ancien ouvrier peintre, qui est devenu entrepreneur, met au point en fait un produit qui existait déjà depuis la fin du XVIIIe, mais qui est industrialisé par Jean Leclerc, un procédé de fabrication industrielle pour ce blanc de zinc qui diminue considérablement son prix et qui du coup le rend tout simplement concurrentiel, si vous voulez, avec la céruse sur le marché. Ce blanc de zinc, il est considéré comme inoffensif à la fois à la fabrication et à l'usage, et donc Leclerc dépose un brevet en 1845, et dès 1849, voilà l'usine Leclerc de blanc de zinc à Asnières-sur-Seine, donc pas loin de Clichy, vous voyez, qui est capable désormais, dès les années 1855, 50 même, de fournir 6000 kilos, donc 6 tonnes de blanc de zinc quotidiennement. Ce blanc de zinc de Leclerc, il est d'excellente qualité, si blanc qu'on le baptise commercialement le blanc de neige. De fait, il résiste mieux au temps, aux intempéries, et enfin, son plus faible coût de production le rend, comme je vous l'ai dit, absolument concurrentiel. Alors, comme l'écrit Leclerc lui-même, qui évidemment se vante de son invention, du coup, je ne vous l'ai pas montré, je suis passée très rapidement tout à l'heure, et avec à l'appui, si vous voulez, cette représentation sur laquelle je vais revenir. Je cite Leclerc, « Ce fut une révolution dans les habitudes du métier. On se divisa, du métier de peintre, donc, on se divisa en deux camps. D'un côté, les consommateurs de poison, attachés à la vieille routine, avec des ouvriers maigres, pâles, épuisés par la maladie. Vous le voyez là à droite, évidemment, qui se dirige vers l'hôpital, qui est au fond de la gravure. En face d'eux, les partisans du blanc de zinc, à la tête d'un personnel d'hommes gros et gras, le teint fleuri et l'air triomphant, que vous voyez ici, bien sûr, à gauche. Donc Jean Leclerc est récompensé en 1849 d'une médaille d'or par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, puis en 1850 par le prix Montyon de l'Académie des sciences et par la Légion d'honneur. Donc c'est vraiment une réussite absolue. Et on pourrait croire, bien sûr, que là encore, nous tenons notre substitut qui va permettre de faire mourir le poison céruse, puisqu'en août 1849, dans la foulée donc, de ce succès de Leclerc, un décret du ministre des Travaux publics de la Seconde République, qui s'appelle Lacrosse, prescrit l'utilisation du blanc de zinc dans l'ensemble des travaux effectués dans les bâtiments publics, avec pour unique argument la question sanitaire, c'est-à-dire en disant, puisque la céruse est dangereuse pour les ouvriers qui la manipulent, désormais, on n'utilisera plus que le blanc de zinc. Donc ce n'est pas une interdiction du poison, c'est une favorisation, si vous voulez, une incitation, on va dire, à l'utilisation en haut lieu pour tous les travaux publics de son concurrent. Donc on peut croire, en ce milieu du XIXe siècle, que ça y est, c'en est fini, en quelque sorte, du poison. Et pourtant, il n'en est rien. Une chape de silence recouvre à nouveau la question de la dangerosité du plomb et du blanc de plomb. Un demi-siècle, tout le second XIXe siècle, de silence quasi absolu, qui sépare ce moment, que j'ai appelé le moment Leclerc, du tout début du XXe siècle, date à laquelle il va y avoir une mobilisation importante. Alors évidemment, on se dit, il n'en parle plus, ça veut dire que la question est réglée. Pas du tout, la question n'est absolument pas réglée, puisqu'on constate au contraire qu'on continue d'utiliser la céruse sur les chantiers. Alors comment comprendre, encore une fois, que s'impose l'idée de l'innocuité ou de la non-dangerosité de la céruse au cours du XIXe siècle. Évidemment, les entrepreneurs du secteur ont joué un rôle très important, puisque l'idée, c'est bien d'accréditer auprès du public, mais aussi auprès de l'État lui-même, que le blanc de plomb n'est pas dangereux, ou en tout cas pas si dangereux que cela, et que donc il peut rester le poison légal qu'il est depuis qu'il existe. L'idée, c'est vraiment d'accréditer, je cite un entrepreneur en 1877, que l'on peut faire de la céruse avec autant de sécurité que du pain chez les boulangers. Instrument donc de dénégation, en quelque sorte, d'une opacification des savoirs, puisque je vous l'ai dit, les savoirs existent. Évidemment, la coalition des entrepreneurs eux-mêmes va jouer un rôle très important, une coalition très, très, très puissante, même si l'industrie de la céruse est relativement petite, mais elle s'adosse, je vous ai dit qu'elle était très puissante à Lille, et elle s'adosse en fait à la puissante industrie textile du Nord, qui est évidemment le secteur industriel majeur de l'économie française au XIXe siècle. Et ces industriels vont jouer un rôle qui, là encore, le diable se niche dans les détails, et les historiens et les historiennes doivent précisément aller chercher
chercher dans les archives, et parfois ce n'est pas simple du tout, j'ai pu par exemple mettre au jour comment, de manière tout à fait insidieuse, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying, si vous voulez, de la pression très forte qui est menée par ces entrepreneurs dans les années 1850-1860 pour faire baisser de la 2e à la 3e classe, dans la nomenclature dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle de 1810, qui est en cours jusqu'au début du XXe siècle, la Cérus pour la faire passer en 3e classe. C'est chose faite. En 1866, réitéré en 1886, la Cérus passe de la 2e à la 3e classe. Résultat, eh bien, d'une certaine manière, elle disparaît, si vous voulez, du viseur de l'administration, ce qui est évidemment très intéressant pour elle. À ce titre, je voudrais juste vous présenter, si je puis dire, l'instrument ou l'agent principal de ce travail, Charles Expert Besançon, que vous voyez ici, et qui est l'un des membres de l'oligarchie économique de la fin du XIXe siècle et qui va jouer un rôle très très important dans cette entreprise de dénégation de la dangerosité du plomb. Cette opacité, elle passe aussi par une entreprise de normalisation technique, c'est-à-dire une entreprise qui est présentée comme une modernisation. Par exemple, en 1850, Théodore Lefebvre, qui est l'une des plus grandes entreprises de Cérus, présente un brevet d'invention pour cette invention technique qui consiste donc à broyer la Cérus sans dégagement de poussière. Cette invention est présentée dans les expositions universelles, etc. Et puis, quasiment immédiatement, abandonnée. Et on revient au décapage manuel des plaques de plomb au marteau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Dans les années 1880, on va mettre en place, et vous en avez là une photo en 1914, un des seuls procédés qui va un tant soit peu améliorer les conditions sanitaires dans les usines, qui est la production au mouillé, c'est-à-dire que la Cérus est fabriquée dans des cuves d'eau que vous voyez ici. Ceci dit, en termes épidémiologiques, en termes de résultats, si vous voulez, de fréquentation de l'hôpital par les ouvriers, eh bien, même cette industrie-là est disons, l'amélioration est très très peu visible. Donc cette entreprise de dénégation et d'opacification, elle passe également par l'élaboration d'un discours commun, on va dire d'un argumentaire, si vous voulez, commun, qui va du lamento économique des entrepreneurs, sur le mode que vous connaissez. En gros, si vous nous imposez trop de normes d'hygiène, si vous nous imposez trop de contraintes industrielles, vous allez nous faire mourir et donc ça provoquera du chômage, une crise économique à l'échelle locale avec des conséquences nationales, etc. Donc discours qui est absolument omniprésent au second XIXe siècle. Mais cela passe également par une mise en cause du savoir à la fois scientifique et profane de la maladie, parce qu'évidemment, il y a un savoir profane très important de la part de ces ouvriers qui travaillent, que ce soit les cérusiers ou les peintres en bâtiment, qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus organisés. Et là, bien sûr, le thème de la simulation, je dis bien sûr, ça me paraît évident en tant qu'historienne, mais ce n'est pas tout à fait évident, le thème de la simulation de la maladie de la part des ouvriers est perpétuellement brandi par les industriels à une époque où l'on manque des moyens absolument extraordinaires que vous a montré Rémi Slama tout à l'heure, c'est-à-dire d'objectivation de la maladie, notamment par des tests sanguins, qui ne commencent qu'au tournant des 19e et 20e siècles. Donc les savoirs médicaux sur le saturnisme, ils sont en voie de stabilisation à partir des années 1850-60, à partir de Tancrel des Planches et la suite, si vous voulez, ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais beaucoup, comme dans tout savoir scientifique, et on l'a vu encore une fois à l'occasion de la pandémie récente et encore actuelle, beaucoup d'interrogations demeurent, en particulier sur l'étiologie précise de l'intoxication, c'est-à-dire les causes de l'intoxication, les voies majeures de l'empoisonnement. Par exemple, discussion pendant des décennies sur est-ce que c'est plutôt l'inhalation, donc le fait de respirer, ou est-ce que c'est plutôt l'ingestion, donc le fait d'avaler. Et vous comprenez bien que, bien sûr, ça a des effets considérables sur la manière dont on va prévenir cette intoxication. Sur les liens aussi, par exemple, entre les crises saturnines et la consommation d'alcool, qui sont brandis à l'envi par les industriels, qui ont au fait, bien sûr, de dire qu'en fait, ces ouvriers ne sont que des négligents alcooliques qui plus est. Donc, on va dire que le savoir médical, il est aussi utilisé dans ses moindres failles par les industriels, dans ses failles ou dans ses doutes, tout simplement, et l'on sait à quel point le doute est précisément à l'origine du processus scientifique, pour utiliser donc par les industriels pour mettre en cause la validité de l'expertise médicale sur une affection, finalement, dont les symptômes sont à la fois multiples et bien souvent non spécifiques. Par exemple, il y a des Saturnins qui ont de la fièvre, il y en a d'autres qui n'en ont pas, il y a des Saturnins qui ont donc des manifestations, par exemple des coliques extrêmement fortes, d'autres beaucoup plus
atténuer. Donc il y a une variabilité interindividuelle, si vous voulez, très très importante dans la sensibilité aux toxiques qui permet de mettre en cause le savoir médical. C'est-à-dire que dans la même usine, pour être très concret, dans le même atelier, tel ouvrier a des accidents saturnins au bout de quelques jours ou quelques mois d'exposition, voire parfois meurt au bout de quelques semaines ou quelques mois, quand un autre, au contraire, travaille depuis des années sans avoir présenté le moindre symptôme d'intoxication. Et cela, eh bien, les médecins ne savent pas l'expliquer. En l'absence justement de dosage sanguin, on ne parle évidemment que des symptômes visibles de l'intoxication. Et tous ces discours qui permettent, si vous voulez, de valoriser le facteur individuel dans la survenue de la maladie, évidemment, vont dans le sens de la responsabilisation de chacun dans l'intoxication. Ceux qui succombent seraient en fait tout simplement les plus négligents ou les moins habiles. Dernier point, il y a une opacité statistique aussi qui est utilisée de manière très importante pour dénier en quelque sorte la dangerosité. Et on cherche, par exemple, on va chercher les ouvriers à l'usine pour montrer qu'ils sont malades ou pour au contraire montrer qu'ils ne sont pas présents. En effet, on les cherche à l'usine, mais ils n'y sont pas ou ils n'y sont plus, tout simplement parce qu'il y a un turnover très important de la main-d'œuvre, parce que les ouvriers malades sont trop malades pour continuer à travailler, donc ils ont quitté l'usine. Après, on va les chercher dans les hôpitaux, mais ils ne sont pas nécessairement dans les hôpitaux non plus, parce que l'hôpital, jusqu'à la Première Guerre mondiale, globalement, est un espace de relégation sociale, est un espace où vont essentiellement les indigents, et donc les ouvriers peintres notamment, qui sont plutôt des ouvriers qualifiés, ne fréquentent pas beaucoup l'hôpital, vont plutôt dans les dispensaires ou dans la médecine de ville, tout simplement. Et le saturnisme n'est pas une maladie à déclaration obligatoire avant le début du XXe siècle, donc on ne voit pas en fait ces saturnins. Je suis donc, après des années de travail sur cette question, incapable de vous donner des chiffres, par exemple, tout simplement, sur les atteintes saturnines. Quatrième moment, la décennie 1900-1909, j'irai très vite, c'est la date du vote de la première loi de prohibition, celle de 1909, donc loi de prohibition en France, loi de prohibition partielle de l'usage de la céruse dans la peinture, seulement pour les professionnels, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Rémi Slama, loi qui est née d'une mobilisation sociale réunissant des syndicalistes, des hommes politiques de premier plan comme Viviani ou comme Clémenceau, qui mobilisent notamment l'opinion grâce à ces formidables éditoriaux qu'il publie dans l'Aurore sur la céruse, des fonctionnaires des offices et des bureaux interministériels ou ministériels, préoccupés notamment des questions de travail, des experts en santé publique, des parlementaires. Donc il y a vraiment dans cette décennie 1900, si vous voulez, une sorte de fabrication d'une cause publique très importante qui aboutit donc à la loi du 20 juillet 1909, qui n'interdit l'usage du blanc de plomb donc dans certains travaux de peinture, et qui a des décrets d'application, alors qui sont pour certains un petit peu intérieurs dans les années 20 et 30, mais qui en effet aboutissent au fameux décret de 1948, donc qui mettent un temps absolument considérable à en fait entrer en vigueur. Plus exactement, l'interdiction de la peinture à la céruse, elle n'est de toute façon interdite que pour 1915. Vous savez que les industriels ont en quelque sorte négocié ce qu'ils appellent la monnaie du temps, c'est-à-dire que certes ils acceptent que leur industrie soit interdite, mais avec un délai qui leur permet soi-disant, si vous voulez, d'adapter leur outil de travail. Généralement, ça fait très longtemps qu'ils savent déjà qu'ils sont sur la sellette, si vous me passez l'expression. Mais quoi qu'il en soit, 1915, c'est évidemment le plein cœur de la Première Guerre mondiale, et donc a d'autres priorités que celle de mettre en œuvre cette loi. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'au lendemain, et c'est le cinquième moment, au lendemain de la Première Guerre mondiale, eh bien, cette question est remise sur le métier. Elle est remise sur le métier dans le cadre de la Conférence internationale du travail qui se tient à Genève dans le cadre de la toute nouvelle Organisation internationale du travail et qui est très largement occupée, si je puis dire, par les Français, puisque son premier directeur est Albert Thomas, donc socialiste français qui a eu un rôle très important pendant la Première Guerre mondiale, notamment sur la préservation de la santé des munitionnettes, c'est-à-dire des ouvrières qui travaillaient dans les usines de munitions. Et donc, cette conférence internationale adopte la 13e Convention internationale qui interdit, là aussi un peu plaqué, si vous voulez, sur la législation française, la céruse dans un certain nombre de travaux, de travaux publics. Ce qui est fascinant dans ces
dans ces discussions au sein de la Convention internationale du travail, enfin de l'Organisation internationale du travail, c'est la répétition des mêmes arguments que j'ai vus dans tous les, si vous voulez, dans tous les épisodes précédents, exactement les mêmes arguments, avec une espèce d'amnésie collective des épisodes précédents qui est absolument fascinante. On voit dans ces 5 moments qui jalonnent le 19e et le début du 20e siècle, une sorte d'intermittence des savoirs, si vous voulez, de caractère complètement sporadique en fait de l'attention publique sur cette question, des moments où elle disparaît complètement, des moments où elle est très importante, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, ce que l'on constate, c'est à quel point il faut réitérer, reprouver les mêmes arguments et convoquer les mêmes experts. Il y a donc une sorte de bégaiement, si vous voulez, de l'argumentation qui est tout à fait fascinant. Je terminerai avec quelques mots en guise d'épilogue, en quelque sorte. Je voudrais vous parler du rebond chronologique qu'a connu cette histoire de peinture au plomb et qui vous est d'ailleurs peut-être plus familier, qui m'amène du coup à faire un saut chronologique de plusieurs décennies vers la fin du XXe siècle, moment où apparaît une épidémie de saturnisme infantile en France, en particulier à Paris, liée à l'intoxication des enfants par le plomb des vieilles peintures dégradées dans l'habitat insalubre. Il semble que l'on découvre à nouveau, exactement comme en 1921 et comme à chacun des épisodes que je vous ai rapidement brossés, le problème de la toxicité des peintures contenant du plomb, comme si, une fois de plus, depuis les années 40, la question sanitaire avait été enfouie, à nouveau occultée, si vous voulez, après une prétendue résolution en 1948, lorsqu'on a donc soi-disant réglé le problème en interdisant la peinture au plomb aux professionnels. Surtout, ce qui apparaît très clairement dans cet épisode des années 1980-90, c'est que nul n'avait prévu le ressurgissement de la question par la sphère environnementale cette fois, et non plus par la sphère du travail. En faisant du logement dégradé, dans lequel les vieilles peintures réapparaissent sous les plus récentes, il y a vraiment là une sorte de métaphore tout à fait extraordinaire de ces vieilles peintures qui réapparaissent sur les peintures dégradées, si vous voulez, exactement comme la question réapparaît dans l'espace public. Donc, une nouvelle occasion pour le plomb de redevenir un poison, alors qu'il n'avait jamais cessé de l'être dans diverses occurrences. Voilà une carte, vous voyez, qui date de 1999 et qui vous montre la prévalence en fait des nombres d'enfants intoxiqués, avec une question de seuil tout à fait intéressante, mais vous voyez que ça concerne essentiellement le nord-est parisien et la banlieue nord-est, pas la périphérie de la banlieue parce qu'il s'agit de bâtiments souvent relativement anciens, et il y a là donc un gradient évidemment social extrêmement important. Dernier épisode vraiment en forme d'épilogue de l'épilogue, plus près de nous, l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, où vous savez que 400 tonnes de plomb contenues dans la flèche et le toit sont parties en fumée et se sont redéposées sous forme de poussière de plomb dans l'espace urbain. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que ça a considérablement modifié, par rapport à ce que disait Rémi Slama tout à l'heure et ce que je viens de dire sur les inégalités sociales, cet épisode a considérablement modifié la population cible en quelque sorte, puisqu'il s'agissait des résidents du centre de Paris, donc une population largement dotée de ressources à la fois économiques et sociales. Et ces rejeux historiques sont, à mon avis, extrêmement éclairants. On a vu, à cette occasion, des mécanismes tout à fait similaires à ceux que j'ai essayé très rapidement de vous décrire se mettre en place. Des mécanismes de déni du risque, de fabrication ou de construction de l'ignorance, de silence des pouvoirs publics qui sont extrêmement intéressants à étudier. Voilà, ça c'est la forme du nuage tel qu'il a été établi par l'ARS Île-de-France, que j'ai donc exploré dans un article récent qui porte précisément sur le plomb, le peintre et la flèche de Notre-Dame, donc une sorte de questionnement sur les politiques de l'ignorance à propos du risque saturnin en longue durée. Ces rejeux de la présence du plomb dans l'espace public, ils permettent de faire des liens historiques entre poisons au travail et poisons environnementaux et d'attester qu'il est, à mon avis, essentiel de comprendre comment on a pu arriver là et de comprendre de manière globale. Vous savez probablement qu'il a été décidé par le président de la République de reconstruire Notre-Dame à l'identique, c'est-à-dire y compris avec les mêmes matériaux, donc y compris avec le plomb, à l'origine pourtant d'une pollution importante et reconnue par les pouvoirs publics. C'est évidemment l'un des rejeux les plus récents, mais probablement pas le dernier, l'une des occurrences de ce déni dont j'ai tenté de vous montrer la construction historique sur le temps long, de cet écart béant en fait, entre les savoirs scientifiques accumulés, et ils sont nombreux, et l'inaptitude des pouvoirs publics à se saisir de la question, l'inaptitude sociétale à
se saisir véritablement de la question des toxicités environnementales qui affectent la santé humaine et qui sont évidemment un immense défi qui est devant nous. Je vous remercie beaucoup de votre attention.